Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Saint-Vincent. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exposition d'art qui s'est déroulée aux Beaux-Arts de Rennes en la compagnie de François Vallée qui va pouvoir nous en dire plus sur cette exposition. Mais avant, il faut que vous sachiez que cette émission est sponsorisée par EPITA, qui est une école d'ingénierie informatique et de numérique, où de grands sujets sont étudiés comme la cybersécurité, les intelligences artificielles ou encore la réalité virtuelle. Et dans cette école, vous pouvez directement intégrer la classe préparatoire et plein de parcours sont disponibles allant jusqu'au master. Et à l'EPITA, vous pouvez faire vos études en alternance ou en distanciel. Mais maintenant, je vous propose de découvrir cette interview exclusive de François Vallée, réalisée par Carmen Dubriez, tout de suite sur Radio Saint-Vincent. Bonjour à tous, alors on est sur Radio Saint-Vincent. Je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir sur une interview sur une exposition qui a eu lieu au musée de Rennes des Beaux-Arts, une exposition qui avait pour nom Tout le poids du Nil, collectionner l'art cubain. Et aujourd'hui sur le plateau, je retrouve François Vallée, qui est un prof d'espagnol en classe préparatoire de Saint-Vincent, qui est aussi traducteur littéraire d'espagnol et critique d'art et collectionneur d'art, c'est pour ça qu'il est sur le plateau aujourd'hui. Bonjour François. Bonjour Carmen, o mejor Carmen en espagnol. Avec de l'acento. Et alors, pourquoi vous vous êtes intéressé à Cuba en particulier ? Alors ça, c'est une question qui mérite une réponse assez vaste, parce que, bon, la réponse la plus simple, ce serait que tout est une question de hasard. Hasard concomitant, disait Lessa Malima, le poète. C'est-à-dire, le hasard a bien fait les choses. En 1990, j'ai été envoyé dans le cadre du service de la coopération, parce qu'à l'époque on faisait le service militaire encore, nous les garçons. J'étais envoyé, parce que j'étais diplômé, j'ai été convoqué par le ministère de la Culture pour travailler à l'étranger. Et donc c'est l'Alliance française qui s'est intéressée à mon dossier, au lieu de faire le service militaire, et qui m'a... j'ai donc été convoqué par le directeur général de l'Alliance française à Paris pour un entretien, pour savoir où ils allaient me destiner. Donc on a commencé à avoir un entretien, j'ai commencé à avoir un entretien avec le directeur général, et puis il m'a dit à la fin, bon voilà, vous pour septembre, parce que c'était en septembre que je devais partir, il y a 3 destinations possibles, c'est le Colombie, c'était l'Équateur, il y avait un poste en Espagne aussi je crois, à Malaga, et il y a la Havane, Cuba. Et en même pas une dizaine de secondes, j'ai dit Cuba, la Havane. Évidemment, on était en 1990, il m'a dit pour des raisons politiques, évidemment, n'est-ce pas ? C'est que c'était encore le bloc soviétique, c'était encore un pays de communistes, le mur de Berlin avait chuté en 1989, et Cuba restait un pays socialiste. Donc non, pas du tout, pour des raisons littéraires. Je lui dis, comment ça littéraire ? Oui, parce que le premier livre que j'ai lu en espagnol, à l'âge de 15-16 ans, c'était pour des raisons esthétiques d'ailleurs, parce que j'avais beaucoup aimé la photo de la couverture qui représentait une photo de la Havane, de la vieille Havane d'ailleurs, un photographe qui prenait des photos dans la vieille Havane, j'avais beaucoup aimé. Et le titre, c'est 3 tristes tigres, très tristes tigres. Et donc, qui relate l'histoire de 3 personnes qui se baladent dans la Havane pré-révolutionnaire, et bon, etc. Et je lui dis que c'est un roman qui m'avait fasciné, et j'ai toujours voulu aller à Cuba. Et le hasard, comme je te dis, fait bien les choses, parce que lui aussi avait lu ce roman, et tout de suite s'est engagé une conversation, bâton rompu sur ce roman avec le directeur de l'Alliance française, et je voyais bien tout de suite que j'avais gagné sa confiance. Et une semaine après, j'ai reçu un télégramme me faisant savoir que j'étais nommé pour 3 ans à l'Alliance France, prof de français à l'Alliance française de la Havane. Donc tout a commencé comme ça, tu vois, par hasard. Et donc ça a été ce qui a fait que vous êtes allé habiter à Cuba en 1990. Et donc par la suite, vous êtes vraiment intéressé à la culture du pays, oui. Etc. Et ça a été... Oui. Et d'ailleurs, justement, c'est là que je me suis rendu compte, parce que tu sais, on a toujours des clichés, des lieux communs sur les pays, sur les gens, etc. Et ce que me veut montrer cette exposition avant tout, bien sûr c'est l'exposition d'une partie de ma collection, mais ce qu'elle veut montrer le plus important pour moi en fait, c'était de briser le lieu commun appelé Cuba. C'est cette vision réductrice, simpliste, souvent fausse que les étrangers ont de ce pays, de ses habitants. Parce que Cuba ne se réduit pas seulement au processus sociopolitique défini comme la révolution cubaine. Mais je trouve que l'observation ontologique la plus fine que l'on puisse faire sur Cuba, et de la cubanité d'ailleurs, c'est qu'elle s'oppose à toute tentative d'imposer un ordre unificateur. C'est-à-dire que Cuba, ça ne se limite pas aux voitures, à la joie de vivre, à la salsa, je ne sais quoi. C'est beaucoup plus que ça en fait. Et comme tu as dû le remarquer, l'art cubain ne se réduit pas. C'est pas un art joyeux, c'est pas un art naïf, exubérant, etc. C'est un art qui souvent est très sombre, rongé par
par beaucoup de l'amertume, par l'exil, par plein de choses comme ça. Oui, donc ça, c'est l'objectif essentiel, tu vois, c'est rompre ce cliché-là, et voilà. C'est vrai que ça se ressent beaucoup sur l'exposition, en tout cas. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller à l'exposition qui s'est finie il y a quelques jours, donc grâce à cette émission, on va passer quelques images, etc. Donc ça va vous permettre d'avoir un petit aperçu sur ça. Et donc, mais vous, François, qu'est-ce qui vous a amené à après collectionner l'art cubain en particulier ? Une fois de plus, tout est une question de hasard. Tu vois, ce fameux hasard concomitant de par les Sama. Parce que donc, quand j'étais prof à l'Alliance française, j'avais des élèves qui souvent étaient des artistes d'ailleurs, mais beaucoup des professionnels, parce qu'à l'époque, l'Alliance française était réservée à Cuba seulement pour les professionnels, les gens qui avaient besoin du français pour le pays, en fait. Tu vois, des chefs d'entreprise ou des... Enfin, il n'y avait pas d'entreprise, mais des entreprises privées, enfin, publiques à cette époque, elles étaient toutes nationalisées. Et qui avaient besoin du français pour le pays, en fait, pour le développement du pays. Notamment des professeurs, pour pouvoir traduire des textes, etc. Et j'avais un copain, enfin qui était devenu copain, un de mes élèves qui était devenu copain, qui était professeur à l'Institut supérieur des arts, professeur de philosophie. Et souvent, le samedi, il y avait des fêtes, donc il m'invitait, et c'est là que j'ai commencé à côtoyer des artistes, donc, que lui connaissait bien, parce que c'était ses élèves aussi. Et je me suis rendu compte après, ces gens-là m'ont invité dans leurs ateliers, donc j'ai commencé à visiter leurs ateliers. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait une qualité exceptionnelle, quoi. Un art. Surtout à l'époque, c'était les années 90, donc il n'y avait pas de marché de l'art à Cuba, il n'y avait pas de collectionneurs internes, il y avait très peu de galeries qui n'étaient pas commerciales, ils étaient purement promotionnels, et les artistes ne vendaient pas leurs œuvres. Ils échangeaient, ou avec n'importe quoi, un poulet, ou je ne sais quoi, ou ils vendaient entre eux, mais à des prix complètement dérisoires à l'époque. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai eu cette chance-là, en fait, de tomber dans un pays où il n'y avait pas de marché et où l'art n'avait pas de valeur pécuniaire, si tu veux. Donc j'ai commencé comme ça. Mais après, ça a beaucoup évolué. Une fois qu'ils ont ouvert sur le tourisme, et à partir de 1994 notamment, au moment de la période spéciale, quand l'Union soviétique a explosé et Cuba est devenue toute seule, Fidel a trouvé comme palliatif, disons, c'est d'ouvrir sur le tourisme. Et donc les touristes sont arrivés, et les collectionneurs, et les institutions ont commencé à acheter. Et là, l'art cubain a connu un boom, et notamment dans ce qui concerne les prix et la cote des artistes. Ouais. Et donc pour se pencher un petit peu plus sur les expositions, donc qu'est-ce qui vous a poussé à exposer finalement votre collection, et où est-ce qu'on a pu retrouver votre collection ? Cette exposition a duré 4 mois et a eu lieu dans 3 espaces. C'est ça qui était intéressant, c'était une coopération, si tu veux, entre 3 espaces, aucun commercial bien sûr. C'est le musée des Beaux-Arts de Rennes, et c'était 2 autres centres d'art contemporain d'intérêt national. Le premier, c'est Passerelle à Brest, qui est un magnifique centre d'art contemporain, qui a décidé d'exposer une partie de ma collection, mais se limitant strictement à l'abstraction. C'est-à-dire ils ont choisi une trentaine d'œuvres abstraites, chronologiquement, des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu 40 mètres cubes à Rennes, qui est aussi un centre d'art contemporain d'intérêt national, qui a choisi, eux, ils ont choisi un artiste de la collection, 16 œuvres de cet artiste, parce que je l'aime beaucoup. Il s'appelle Segundo Planes. Et le musée, donc tu vois, c'était un assemblage plus hétéroclite, disons, de ma collection, mais thématique. C'est-à-dire, ils ont choisi des œuvres thématiquement. D'accord. Et donc moi personnellement je me suis rendue au musée de Rennes, et dans ce musée on y voit donc des œuvres éphémères qui sont peintes directement et créées directement sur les murs du musée. Donc d'où est venue cette idée, et qui sont les artistes qui Alors c'est vrai que c'est une exposition de ma collection, mais je voulais ne pas seulement exposer des œuvres de la collection, je voulais aussi y associer des amis. Oui. Et donc j'ai eu carte blanche pour faire venir 3 artistes de mon choix, parce que c'est bien d'associer, tu vois, une œuvre éphémère également avec des œuvres qui sont vouées à être systématiquement dans ma collection. Et donc ces 3 artistes que j'aime beaucoup et qui sont très, très importants sur la scène artistique latino-américaine, c'était d'abord José Bedia, qui est l'un des plus grands artistes par le prestige et par sa présence dans les plus grands musées du monde, très intéressé par l'art tribal et très, très féru d'art tribal, et dont l'œuvre est imprégnée d'art tribal d'ailleurs. Il y avait Nestor Arenas, qui est un artiste qui associe dans son œuvre le pop, le constructivisme russe, la vidéo, les jeux vidéo,
les comics, enfin, les américains, etc. Et Pepe Vedia, José Franco, qui vient d'Argentine, qui habite en Argentine, les trois étaient exilés, qui lui a fait une énorme fresque sur sa vision qu'il a de la nature et de l'évolution de l'environnement notamment. Donc ce sont des œuvres éphémères, en effet, qui vont disparaître, mais qui sont présentes dans l'exposition pour... et je trouve que ça a un apport très intéressant. Ah, vraiment, moi je trouve aussi c'est très marquant en fait déjà de voir donc de l'art directement fait sur les murs. J'ai trouvé ça assez perturbant. On se demande donc si elles vont être gardées après et tout, et donc de savoir qu'elles vont complètement être retirées à la fin, c'est assez intéressant. Et puis celle du Spatio, là, la fresque, elle est vraiment très impressionnante. Oui, parce qu'elle est monumentale. Ce sont des murs de 14 mètres sur 8 mètres, 3 grands murs. Bon, c'est absolument monumental. C'est une fresque monumentale. Je sais pas comment t'expliquer ça. C'est un geste d'amitié inouï qu'ils ont eu à mon égard, parce que ils sont venus pour moi et pour participer aussi à mon aventure. Oui. Et ça lui a pris combien de temps de peindre la fresque Nestor, il a mis un mois. Bon, il a été aidé par un peu de mes élèves de classe préparatoire d'ailleurs, qui sont venus pour faire les fonds, etc. Par des jeunes également en situation difficile qui ont été envoyés par la mairie, et ça les a fait travailler également. Et donc d'ailleurs, à quel niveau vous avez fait découvrir cette exposition à vos élèves de prépa ? Alors, c'est vrai que c'est un peu mon jardin secret, cette collection. J'en parle jamais, je n'en parle jamais, c'est un peu indiscret, tu comprends. Je ne vais pas commencer à me vanter comme quoi je suis un collectionneur. Ça. Bon, mes élèves, je n'en parle jamais en fait de ça. Mais là, il fallait quand même qu'on marque le coup et qu'ils participent aussi à cela. Donc on a décidé de les inviter à 2 visites nocturnes qu'on a organisées au musée avec le conservateur en chef du musée qui s'appelle François Coulon. Et donc on a fait 2 visites personnelles pour mes élèves où on expliquait les œuvres et voilà. Certains sont venus aussi à l'inauguration, je les avais invités à l'inauguration, où il y avait les 3 artistes présents qui avaient fait les fresques, mais aussi 4 artistes qui étaient venus spontanément, de Mexico, de New York et d'Espagne. Donc ils ont aussi côtoyé un peu les artistes cubains, ils ont parlé avec eux, etc. Et donc ça a pu créer un engouement de leur côté, des vocations. D'après ce que me disent les profs de culture générale, ils ont été très, très frappés, très touchés par cette exposition. Notamment, il y a un de mes étudiants qui aujourd'hui aimerait devenir galeriste et qui est fasciné par l'art cubain, qui demande d'ailleurs déjà les adresses d'artistes pour suivre leur évolution. C'est très gratifiant pour moi. Oui, c'est très gratifiant pour vous, j'imagine. Et donc, par exemple, en fait... pour quelqu'un qui voudrait devenir un petit peu collectionneur, etc., est-ce que c'est important d'avoir beaucoup de fonds financiers quelques mots pour quelqu'un qui aimerait se lancer là-dedans. D'abord, c'est pas un métier être collectionneur, ça ne s'apprend pas. Être collectionneur, ça ne s'apprend pas. Je ne sais pas si tu connais Paul Claudel, l'écrivain français. Paul Claudel, quand il aimait un artiste ou un écrivain, il disait toujours ça vient de mon sens frontal. J'ai un certain sens frontal qui me permet de déceler immédiatement si un écrivain vaut le coup ou pas. Ça ne s'apprend pas, tu sais. Pourquoi un artiste est meilleur qu'un autre? Bien sûr, il faut aiguiser l'œil, il faut aiguiser la sensibilité, etc. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'explications. Donc devenir collectionneur, c'est plus un hasard, une fois de plus, ou une passion, tu vois, qui te permet. Mais bon, bien sûr, il ne faut pas être pauvre. Il ne faut pas se leurrer. L'art coûte très cher. Mais avec de la patience, de la passion, de l'intelligence, au sens latin, de savoir choisir, intelligere. Je pense chacun peut créer une collection à sa mesure. Tu peux commencer par des photographies ou des reproductions d'œuvres ou des sérigraphies, des choses comme ça. Et ça, c'est à la portée de n'importe qui. Hein. Tu peux acheter une sérigraphie pour 100 € ou moins même, et décorer une maison comme ça, ou même des reproductions d'œuvres. Et ça m'étonne énormément. C'est toutes ces queues que l'on voit lors des expositions systématiques à Paris. Il faut prendre des billets d'avance, etc., des kilomètres de queue pour des gens qui finalement sont-ils vraiment intéressés par l'art? Est-ce que l'art les alimente vraiment? Je crois pas. Je crois, comme dit Kao Gombrowicz, que l'art doit se voir dans le regard des gens, dans le sourire et dans le langage. Ouais. Mais ça c'est difficile, tu sais, ça ne s'apprend pas vraiment. Oui. Bon, je n'ai pas une vision élitiste de l'art, mais je crois comme Cézanne que l'art ne s'adresse qu'à une infime minorité.
Parce que vous dites que ça prend du temps, etc. Et vous, ça vous a pris combien de temps pour arriver à la collection que vous avez aujourd'hui ? Au moins 30 ans. Ouais, donc c'est vraiment... c'est vraiment... C'est un travail de fourmi. Ouais. C'est un travail de fourmi. C'est quelque chose de passion, quoi. Tu sais, il y a une chose importante, c'est que pour moi, il ne s'agit pas de thésauriser. Tu vois, thésauriser, mais d'arranger des œuvres de manière qu'ensemble, elles se répondent. Elles donnent matière à penser. Et je dessine de construire une esthétique et d'élaborer un système de référence visuelle, de correspondance et de résonance entre des artistes de différentes générations, de différents styles, de différents esprits et perceptions. C'est un peu comme suivre le fil d'Ariane, tu sais. Ouais. Une œuvre mène à la suivante systématiquement. Et une collection qui reste figée, qui n'évolue pas, est une collection morte. Oui, bah oui, et complètement. c'est pour ça qu'il faut toujours continuer. Et donc, après cette exposition, où est-ce qu'on pourrait retrouver votre collection ? Est-ce que vous avez un petit carnet dans mon bunker. Oui, et je donc... t'en parlais tout à l'heure, hors antenne. C'est-à-dire que j'ai fait construire une maison par un architecte pour y recevoir cette collection, parce que tout le monde me demande, mais où vous mettez ces œuvres ? Il y a des œuvres de 4 mètres, de 6 mètres, bon. J'ai fait construire une maison que l'on a appelée, que certains artistes, parce qu'ils m'ont fait des logos pour ce lieu qui s'appelle Bunker Art Passé, parce que c'est à Passé, à côté de Rennes. Mais hélas, cette maison a eu quelques défauts de construction, et donc elle est entre les mains de la justice depuis 8 ans. Et ces éminents juges n'ont toujours pas pu, ou voulu, ou je ne sais quoi, prendre la moindre décision. Donc ça fait 8 ans que j'attends d'avoir cette maison. Mais l'objectif, c'était cette maison, parce qu'il y a un sous-sol dans cette maison qui fait 120 mètres carrés, qui était destiné à y organiser des expositions. Donc des expositions d'artistes que j'aime beaucoup, et tu vois, une fois par an, je ferai venir un artiste. C'est ça l'idée essentielle. Oui. Mais hélas, pour le moment, c'est paralysé. Ouais, ça serait... Par l'incurie et l'impéritie de juges. C'est vrai que 8 ans, ça commence à faire très très long, mais on espère vraiment de tout cœur pouvoir retrouver des projets là-dedans. Donc je sais pas si, donc, pour nos auditeurs, essayer de suivre peut-être l'activité donc, du bunker de la vallée, c'est ça ? Non, c'est Bunker Art Passé. Bunker Art Passé. Ouais. Alors pourquoi je l'appelais comme ça ? Parce que c'était un lieu de... comment t'expliquer ? C'est un lieu de défense. Tu vois, un bunker, c'est ça. Bah comme oui, il y en a plein en Bretagne, etc. Donc en fait, c'est une espèce de... un endroit qui te protège par l'art, par la littérature, parce que j'ai des milliers de livres. Et donc c'est être protégé à travers l'art comme un bunker. En fait. Ouais. C'est un lieu de protection. Donc on est protégé par l'art, et l'art est protégé par le bunker aussi. Exactement, c'est ça l'idée. Ouais. Contre le philistinisme envahissant et la stupidité institutionnalisée. Ou comme disait Proust, le snobisme de la canaille. Et ben voilà. Et ben, j'espère du coup, j'espère que ce projet pourra être mis. Ça dépend des juges. Voilà, mais dans les plus brefs délais. Merci. Et donc merci beaucoup François Vallée pour ce moment extraordinaire sur Radio Saint-Vincent où on a pu parler, donc revenir sur l'exposition qui a eu lieu. Je crois que vous allez musée mettre de des Rennes. photos de Patrick Mitchell, non ? Oui, c'est ça. Donc les vidéos et tout ça qui ont été passées durant cette interview sont de Patrick Mitchell. On le remercie grandement. Je remercie aussi Johan qui a pu être à la vidéo pour monter ce petit moment, et Zaïk qui est à la technique. Merci beaucoup, et puis merci encore une fois à François Vallée. Merci. Et c'était François Vallée qui a généreusement accepté de faire cette interview avec nous. J'espère que ça vous a plu. Et je vous rappelle toujours que cette émission est bien sûr sponsorisée par EPITA, qui est une école d'ingénierie informatique et de numérique où de grands sujets sont étudiés comme la cybersécurité, l'intelligence artificielle ou encore la réalité virtuelle. Et dans cette école, vous pouvez directement intégrer la classe préparatoire et plein de parcours sont disponibles allant jusqu'au master. Et à l'EPITA, vous pouvez faire vos études en alternance ou en distanciel.